Pour la petite histoire à propos de l'autocensure, donc la première idée, la première fois qu'on a parlé de faire ce film, c'était en 2004. Alors en 2004, à la fin de l'année, j'ai eu le malheur de dire, alors c'était la mission française à l'époque qui était pressentie, j'ai eu le malheur de dire, ça serait bien de parler un petit peu de colonisation. Du coup, ils se sont fermés, on a attendu 2006 pour de nouveau discuter. En 2006, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de dire, on aimerait bien parler un peu de société, le XXe siècle est passionnant en Libye, le colonel Kadhafi, il y a du pour et du contre, hein. On en a beaucoup parlé dans les médias l'an passé. C'est quelqu'un qui a aussi développé son pays, qui a aussi une action en Afrique, qui est une action dont on peut parler en tout cas. Hein. Rien n'est complètement noir non plus ou blanc. Et le simple fait d'envisager l'hypothèse d'en parler, ça fait que ça a été reporté à 2008, la fois suivante, où on a pu réenvisager de faire ce film. Et en 2008, on n'a pas raconté de conneries. On a dit on va faire un film d'archéologie. Oui, ça a été très difficile en fait, parce que c'était très difficile de faire travailler certains archéologues entre eux. Donc vous aurez bien remarqué dans le film, il y a essentiellement des archéologues italiens, il y a des archéologues allemands et il n'y a pas d'archéologues français. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par choix, mais les Petits Smania est un tel terrain de mésentente parmi les différentes équipes d'archéologues qu'à un moment, un archéologue français nous a dit « S'il y a Antonino Di Vita, s'il y a les Italiens, il n'y a pas moi, en fait ». Je dirais que d'une manière générale, c'était pas trop difficile pour nous de nous intégrer, parce qu'en fin de compte, ils nous ont assez bien acceptés, avec ces limites dont je parlais, en fait, avec ces censures. Mais par contre, voilà, tous n'ont pas accepté parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger. La blague pour nous, c'était de dire on ne comprend pas la Libye tant qu'on n'a pas compris que c'est un système tribal, que derrière l'apparente unité de la Libye, il y a des tribus. Et je dirais que ce chantier d'archéologie, c'était pareil, il y avait des tribus et des tribus qui se tiraient un peu dessus, quoi. Mais ça, c'est quelque chose de très très difficile à gérer au quotidien parce que finalement, il y a des parties entières du chantier qui sont tabous. Tant qu'on n'a pas eu affaire à quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir pour qu'on puisse en parler. Et finalement, c'est Di Vita qui nous a sauvés, parce que Di Vita, c'était le vieux maître incontesté que personne n'osait remettre en doute. Et quelque part, c'est lui qui a permis qu'on avance, quoi. Ils ne collaborent pas entre eux. Il y a une peur de se faire voler les idées. Et tant qu'une recherche n'est pas publiée, et que donc le résultat du travail ne peut pas être attribué à l'un ou à l'autre, ils vont avoir une parano que quelqu'un d'autre va leur piquer le sujet. En même temps, quand on parle de ça, on parle de prestige, on parle d'amour du métier, on ne parle pas vraiment d'argent, parce que cela, en fait, ne constitue pas l'archéologie. Dans ce cas, par exemple, d'Is Magna, n'apporte pas des gains incroyables, en fait. Au contraire, la difficulté naît quand on fait un film du fait que les archéologues attendent d'avoir de l'argent pour continuer les fouilles. Donc même ceux qui sont connus, même ceux qui sont là depuis des années, ils sont quand même soumis à ces aléas de est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous donner un peu d'argent, est-ce qu'on va pouvoir continuer. Donc je dis ça pour qu'on n'imagine pas que c'est une question économique. Alors, la ville est très bien conservée, hein. Vous avez vu sur les images, les rues sont très très préservées, on voit les trottoirs, on voit des petits bancs, on voit les portes, on voit des fenêtres. Il y a quelque chose qui fait que le rêve est assez facile à mettre en marche. Alors évidemment, quand on traîne sur un chantier pendant 2 ans d'affilée, c'est encore complètement autre chose et on se met à aller voir les gens, enfin comment dire, on se met à imaginer et à imaginer beaucoup. Et moi, je me souviens de soirées où on délirait ensemble sous les eucalyptus et on se disait, ben voilà, ça devait être comme ça. Là, je vois, il y avait un bar immense. Là, il y avait une boîte de nuit. Là, il y avait des vendeurs à la sauvette. Et c'est comme ça que ça se construit. Après ça, il y a un aspect scientifique. L'aspect scientifique, c'est celui de la fouille en journée où on relève les monuments, on relève les élévations, on essaie de comprendre comment c'était construit.
Et évidemment, il y a toute une part de réflexion qui est très rigoureuse, qui est une réflexion d'architecte, et qui consiste à dire si on a des murs de cette épaisseur-là, si on a des piles organisées comme ça, alors sans doute au-dessus, il y avait des choses qui étaient distribuées d'une façon qu'on peut anticiper. Et on a des modèles. On a des modèles à Rome, on a des modèles dans tout le pourtour méditerranéen, et on se dit, tel type de structure là-bas, on a vu que ça pouvait déboucher là-dessus. Je parle par exemple de la coupole. La grande question qu'on s'est posée pendant des années, c'est est-ce qu'il y a une coupole ou pas sur le Grand Nymphée. On a comparé à toutes les autres fontaines qui existaient avant de statuer, de dire il y avait probablement l'ambition, en tout cas, de mettre une coupole. Alors c'est deux choses très différentes. Il y a la part du rêve. Et il y a ce travail qui est très très scientifique et qui évolue en fonction des années et des découvertes. C'est au fur et à mesure que les décennies passent, on fait des nouvelles découvertes. Et à partir du moment où on fait des nouvelles découvertes, ça peut remettre en question complètement un endroit. Je prends un autre exemple sur le site. Il y a quelque chose qui a été considéré comme une fontaine pendant 100 ans. On s'est rendu compte que c'était une église. Voilà, les choses évoluent. Pour reconstituer toute la structure du théâtre en 3 dimensions, il a fallu procéder à 3 scans. Un à partir du centre de la scène et 2 en haut des gradins. On peut ensuite assister en direct à la reconstitution virtuelle du théâtre. Alors les scanners 3D, c'est encore un autre paramètre, c'est la possibilité de capturer une surface à un moment donné. Ces relevés 3D, c'est de la mémoire. C'est un cliché instantané d'une volumétrie, mais qui n'inclut pas tout ce qu'il y a derrière la volumétrie. Il n'y a pas les épaisseurs de murs, il n'y a pas les épaisseurs de colonnes, il n'y a pas ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas ce qu'il y a au-dessus. Et ça vient compléter, en fait, comme quelque chose de l'ordre de la mémoire instantanée, le travail de recherche, qui est un travail de recherche sur l'ensemble de la façon dont ça a été construit. Ça, le fait de pouvoir capturer en instantané des volumétries 3D, c'est extraordinaire pour la conservation de l'évolution du monument, quoi. Par contre, on peut rien en faire après d'un point de vue cinématographique. Ça, c'est un petit peu le piège. On se rend compte que il y a plein de vergers, il y a plein d'oliviers, il y a plein de végétation sur 50-100 km à partir de la mer, sur la côte, et que donc il y a de l'eau souterraine. Mais donc, ça c'était une surprise, on s'est dit au départ, avant d'y aller, on va aller voir une cité dans le désert. En réalité, le désert, il commence que plus loin. D'autre part, les Romains ont été assez fous à l'époque pour détourner un fleuve sur 70 km. Et en fait, les monuments d'apparat de la ville de Leptismania à l'époque de Septime Sévère, ainsi que les thermes et que toute l'adduction en eau, étaient liés au fait que ce fleuve a été détourné et a ramené massivement des quantités incroyables d'eau dans cette ville. Évidemment, c'est compliqué de travailler à 3. Le travail était partagé, on ne faisait pas tous les 3 la même chose. Et je dirais quelque part, ce film-là, tout seul, ça aurait été vraiment très difficile à faire. Donc effectivement, oui, il y a eu des moments de friction, mais je dirais que de toute façon, un film est toujours un travail d'équipe.